Les États-Unis, comme leurs alliés britanniques et français, redoutaient avant tout le danger allemand. Mais la stalinisation rampante de l'Europe de l'Est et le potentiel militaire croissant de l'Union soviétique ont changé la donne. En mars 1947, un an après le discours de Churchill à Fulton, Harry Truman prononce devant le Congrès le discours qui va bouleverser le visage de l'après-guerre. Il énonce le principe du containment. Il faut contenir l'expansion militaire des soviétiques en aidant les peuples qui résistent à leur emprise. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. The very existence of the Greek state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men led by communists. We must take immediate and resolute action. Pour éviter que la guerre civile grecque ne fasse basculer le pays entre les mains des communistes, Washington accorde une assistance militaire à Athènes, ainsi qu'un soutien de plusieurs millions de dollars. Mais Truman dresse un second constat. Le principal danger ne réside pas dans la menace militaire soviétique, puisque les Russes ne maîtrisent pas l'arme atomique. La véritable menace, c'est la misère. Elle offre le terreau idéal pour que le communisme prospère. Car en 1947, les peuples sont à bout de force. Les économies peinent à se redresser. En Italie, en France, des millions de personnes sont encore mal logées et le pain est toujours rationné. Pour soutenir l'Europe et dans le même temps endiguer le communisme, Washington conçoit alors un gigantesque projet, le plan Marshall. L'objectif, aider par des crédits massifs l'Europe à sortir du marasme, tout en offrant de nouveaux débouchés à l'économie américaine. Matières premières et machines-outils volent à la rescousse du vieux continent. Ce n'est plus une aide d'urgence, c'est un véritable plan de redressement. Staline comprend que ce programme pourrait fragiliser sa domination sur l'Europe de l'Est. Il interdit aux pays placés sous sa coupe d'accepter l'offre de Washington. Pour entraver le plan Marshall et juguler l'influence américaine en Europe, le maître du Kremlin abat ses cartes. Il ordonne aux partis communistes occidentaux de passer à l'action. Usés par la misère, les masses n'ont pas attendu cet appel pour débrayer. Mais ces mots d'ordre les encouragent à forcer l'allure. En France comme en Italie, les grèves se multiplient, rapidement épaulées par les communistes. L'heure de la guerre civile semble avoir sonné. En France, le gouvernement redoute un coup de force, non sans raison, car des sabotages mal réglés provoquent parfois des drames. Près d'Arras, l'express postal Paris-Tourcoing a déraillé par suite de l'action de criminels anonymes qui avaient déboulonné les rails sur 25 mètres. 24 morts, une quarantaine de blessés. Tel est le bilan de cet attentat abominable que toutes les consciences françaises se doivent de flétrir. Pour contenir les troubles, le ministre de l'Intérieur socialiste, Jules Mock, utilise la manière forte. 80 000 réservistes sont rappelés. La troupe est autorisée à tirer. Au bout de quelques semaines, l'ordre est rétabli au prix de plusieurs morts. Les communistes n'ont pas réussi à entraver le plan Marshall. Les millions de dollars de l'oncle Sam relancent les économies du vieux continent. Des infrastructures sortent de terre. L'agriculture renoue avec ses rendements de l'avant-guerre, puis les dépasse.
Les Américains font le pari de restaurer l'économie allemande. Car une Allemagne forte coûtera moins cher à entretenir et offrira un rempart contre le communisme. La prospérité est de retour. Le plan Marshall est une manne qui sauve le continent du désastre, mais l'ouvre dans le même temps aux entreprises américaines.